Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je rediscute avec Daphna Moufni qui est directrice d'un SAD en région parisienne. On a fait un premier épisode, alors c'était déjà en septembre 2020, pour parler du manque de reconnaissance des auxiliaires de vie et de l'ensemble du service à domicile pendant le Covid, la première vague et la deuxième vague. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de cette fameuse reconnaissance. Est-ce que ça s'est amélioré depuis ou pas? Il y a eu des évolutions, il y a eu des choses. J'aimerais avoir ton avis. Et puis aussi et surtout, que tu puisses nous parler du collectif que tu as lancé avec pas mal de partenaires, le collectif des professionnels du soin à domicile. J'aimerais en savoir beaucoup plus. Bonjour Arnaud, merci de me redonner ainsi un temps de parole. C'est vrai que ça fait déjà 2 ans que nous avions échangé ensemble. Alors, mon stade est à Paris, mais c'est un détail, voilà. Est-ce que le regard a changé? Est-ce que ça va mieux maintenant que le premier confinement terrible de l'histoire de France et d'Europe et du monde est passé? J'aimerais te dire oui, mais non. En fait, je pense que ce qui a changé quand même dans le regard qu'on pose sur nos métiers, c'est peut-être que la population a mieux compris notre importance, l'importance de l'auxiliaire de vie, l'importance des services, tout ça. Ça, j'ai l'impression quand même qu'on a cranté un petit peu, mais on n'est pas... Moi, pendant tout ce premier confinement où j'essayais de donner un peu courage, du courage, elles en avaient, mais d'espoir à l'équipe qui traversait des difficultés très, très dures parce que l'organisation n'avait pas été anticipée, parce qu'on n'était pas dans la boucle des agences régionales de santé, parce qu'on n'arrivait pas à avoir du matériel et tout ça. Je leur disais, vous inquiétez pas, ça va servir de leçon, ça va servir de compréhension et les pouvoirs publics vont ensuite s'organiser pour que nous puissions faire notre travail dans de bonnes conditions. Bon, voilà. Et ça n'est pas arrivé. Il y a eu des annonces, il y a eu des avancées, notamment le vote du PLFSS 2022. C'est la première fois qu'on faisait cette place-là au service d'aide à domicile. C'est la première fois qu'on se dit, c'est très bien de confier, je ne sais pas si c'est très bien, en tout cas, on confie au département la tutelle des SAD, mais ça fait que du coup, il y a 101 politiques sociales différentes. Ça veut dire qu'il y a aussi 101 façons de tarifer, de fixer le coût de l'APA et de la PCH. Donc là, pour la première fois, dans le PLFSS, on a dit l'APA et la PCH, ça ne peut pas être moins de 22 €. C'est une avancée. Mais quand on sait qu'un service d'aide à domicile, le coût de revient, tout le monde est d'accord pour dire que le coût de revient minimum, c'est 25 € hors taxe, on comprend quand même qu'il y a cette... voilà. Et puis, est-ce qu'il faut penser à un service d'aide à domicile à l'heure? Est-ce que... c'est des questions, je n'ai pas forcément la réponse, hein, mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment prendre en compte tous les temps de coordination, tous les temps d'échange, les temps de transmission avec les familles, quand on est dans un système qui ne prend en compte que le face-à-face entre l'auxiliaire de vie et la personne qu'elle aide. Voilà, donc du coup, là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là de réflexion, et c'est ça qui nous peine. L'auxiliaire de vie, il y a eu des glissements, je ne sais pas si des glissements de tâches, en tout cas, nous faisons des choses quotidiennement qui relèvent de l'assurance maladie, qui devraient être pris en charge par l'assurance maladie, qui est pris en charge par l'assurance maladie quand ce n'est pas nous qui le faisons. Voilà, si une infirmière ou une aide-soignante le fait, la personne âgée va bénéficier d'une prise en charge d'assurance maladie. Si c'est son auxiliaire de vie qui, par exemple une toilette, qui réalise la toilette, qui l'aide à faire sa toilette,
cette même tâche ne sera pas prise en compte par l'assurance maladie. Donc, alors, on est encore dans des trucs complètement dingues. Il faut qu'on repose tout à plat et qu'on détermine ce que l'on fait, qu'on reconnaisse ce qui est fait et qu'on le finance différemment. Parce qu'in fine, là aujourd'hui, on a des plans d'aide en plus qui ont diminué à cause du passage à 22 euros. Enfin, il faut imaginer qu'en fait, les enveloppes de la PAS sont restées constantes. Elles n'ont pas augmenté. Les enveloppes pour les gens n'ont pas augmenté. Par contre, du coup, 1 heure, au lieu de coûter 19,67 €, elle coûte 22 €. Donc, du coup, les gens ont moins de temps. Voilà. Et donc, du coup, moins de temps passé chez les gens les plus fragiles, les plus vulnérables, ça veut dire que on fait les choses moins bien, plus vite, dans le stress. Ça génère donc du stress, là je l'ai dit, mais ça occasionne du coup des accidents de travail, un mal-être au travail. Enfin voilà, ce n'est pas des conditions qui sont bonnes pour les auxiliaires de vie. Je sais qu'il y a dans certains départements des plans d'aide qui sont organisés à la demi-heure, voire au quart d'heure. Il faut imaginer, hein. L'auxiliaire de vie, elle arrive, clac, clac, clac. On lui a dit c'est la toilette, 20 minutes, elle repart, elle reprend sa voiture. Enfin voilà, c'est pas possible de faire ça. C'est pas comme ça qu'on a envie d'accompagner les gens. Et puis, imaginez qu'une personne super, super, super fragile qui ne va pas pouvoir se lever, s'habiller, se laver, au mieux, elle aura 2 heures ou 2 heures et demie de passage par jour de pris en charge via l'APA. Alors, c'est sûr, hein, si les gens ils ont un peu de sous, ils vont pouvoir mettre au bout. Enfin, c'est vrai, un peu plus de sous, ils vont pouvoir mettre au bout. Mais toute la population qui doit se caler sur le plan d'aide porté par le département, c'est d'une grande violence. Voilà, c'est d'une grande violence et pour les gens et pour les personnes qui les accompagnent. Et voilà, donc du coup, c'est pas très positif. C'est pas très rassurant tout ça. Mais les gens là, en ce moment, ça crie, ça s'émeut de ce qui se passe dans les EHPAD et tout ça. Moi, je crois que c'est bien plus grave ce qui se passe à domicile. C'est pas de la volonté des services et de leurs et des professionnels du secteur que de faire mal les choses, de négliger les gens, mais le système, et pour le coup, le système de l'État, de l'organisation des politiques sociales en matière de soutien à domicile, produit ça. Voilà. Oui, c'est ça. Cette forme de maltraitance institutionnelle, mais qui remonte encore plus haut que finalement l'institution, l'organisation, qui remonte au pouvoir public. Et moi, je remonterais même finalement à la collectivité et aux citoyens qui prend pas les armes, c'est pas. Alors, pour leur décharge, les citoyens, franchement, moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre comment notre secteur marchait que si tu es un SIAD, c'est ça, si tu es un SAD, c'est ça, si tu es mandataire, c'est comme ça, si tu passes en gré à gré parce que tu as quelqu'un de très bien, enfin, c'est quand même non, mais c'est très compliqué. Ouais. Voilà, donc les gens ne mesurent pas, et puis je pense qu'ils voient qu'un petit bout, en fait. Celle qu'on perçoit un peu maintenant, c'est l'auxiliaire de vie qui vient, et c'est vrai que quand on se dit 22 € de l'heure, et puis celle qui fait le job, au final, elle a peut-être 8 € net dans sa poche. On doit avoir l'impression que les services se font un fric fou. Il faut quand même avoir en tête que 8 € chargés, c'est pas 8 €, quoi, que le salaire, c'est avec les congés payés, etc., c'est pas loin de 15 €. Et qu'après, pour arriver de 15 à 22 €, il y a en fait tous les coordinateurs, les responsables de secteur, les coûts de structure pour organiser, pour planifier, pour remplacer, pour accompagner, pour visiter, pour ouvrir les droits. Donc, il y a un travail en coulisses invisible énorme qui justifie en fait cette différence entre le 22 et 15-16, et qui fait que en fait, cette différence-là, elle ne suffit pas à bien faire les choses. Cette différence-là, elle ne permet pas, par exemple, de mettre en place des réunions d'équipe, elle ne permet pas de payer correctement les temps de déplacement, elle ne permet pas de payer correctement les indemnités kilométriques, voilà, tout ça. Enfin, et tout ça pour venir au mieux 2 heures, 2 heures et demie par jour auprès de quelqu'un qui aurait besoin de 7-8 heures en réalité, et qui va rester tout le reste du temps seul, quoi. Alors, si cette personne, elle a une famille qu'elle est entourée, très bien, la famille va prendre le relais
Mais voilà, il y a des familles aussi qui sont épuisées. On reparle des aidants quand même. Ça veut dire que l'aidant qui est là le reste du temps va devoir tout porter. Et puis, il y a ceux qui n'ont personne et qui vont rester seuls au monde, quoi. Ouais, c'est pas joyeux. Non, mais je te dis ça, mais j'ai espoir quand même que ça bouge, hein, quand même. Mais, voilà. En tout cas, la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est comme ça aujourd'hui, quoi. Ouais, il y a eu aussi ces derniers mois la question du Ségur de la santé au niveau des SAD avec des péripéties incroyables. Pour finalement, est-ce que ça a abouti? Non. Alors, les SAD, j'attendais que tu finisses ta phrase. En fait, les SAD ne sont pas concernés. Les SAD, donc nos services d'aide à domicile, d'aide et d'accompagnement à domicile, ne sont pas concernés par le Ségur de la santé. Les SIAD, les services de soins infirmiers, ne l'étaient pas jusqu'à il y a peu de temps. Un truc de dingue quand même, hein, parce que bon, que nous, on nous prenne pour les femmes de ménage de vieilles personnes, c'est déjà très dérangeant. mais que les infirmières et les aides-soignantes ne soient pas pris en compte tout de suite dans le cadre du Ségur de la santé, c'était vraiment, on se disait que vraiment, ils n'avaient pas du tout compris qui on était, quoi. Donc les SIAD, ça y est, ils sont pris en compte dans je ne crois pas te dire de bêtises, mais ça y est, c'est pris en compte. Les SAD, évidemment que non, quoi. Évidemment que non, malheureusement. Alors, du coup, c'est vrai que ça a pour conséquence que y a dans beaucoup de services, moi, je suis un peu épargnée par ça, mais en tout cas, il y a eu une fuite des professionnels des SAD vers le sanitaire et vers les interventions en établissement, parce que dans les EHPAD, ce même personnel bénéficie du Ségur de la santé. Ouais. Et puis, pour le coup, et là, je suis vraiment concernée dans mon service, recruter maintenant des auxiliaires de vie à domicile, on n'a quasiment pas de candidature, quoi. C'est-à-dire que les auxiliaires de vie diplômés, elles vont candidater directement dans des structures ou des établissements où elles vont avoir ce Ségur de la santé qui fait quand même une vraie différence, quoi. Et ça, et en dehors de la revalorisation des salaires du sanitaire, nous, on est toujours sur les mêmes difficultés que comme on n'est pas dans le scope de l'ARS, de l'assurance maladie, en termes d'équipement, de matériel. Là, on intervient énormément auprès de gens qui sont malades du Covid. Donc, en fait, on a besoin d'un matériel de protection qui coûte 4 à 6 euros là, pour être complètement protégé. Quand tu sais que l'heure, je viens de le dire, elle est minimum 22 euros, ça veut dire que le SAD, il y est de sa poche pour 6 euros. Donc, en fait, il ne gagne pas 22 euros quand il intervient auprès d'une personne malade du Covid. Et en même temps, c'est dans notre ADN de nous occuper des gens malades. On ne va pas dire, non, on ne vient pas parce qu'on ne peut pas payer notre matériel. Donc, moi, je me retrouve dans des situations dingues où je fais carrément des appels sur les réseaux sociaux aux dons de matériel de protection, quoi. Pour pouvoir faire mon boulot, pour pouvoir protéger mon équipe, je trouve ce décalage incroyable, quoi. Quand même. Alors, tu as peut-être une solution, ou en tout cas, tu as mis en place quelque chose, c'est ce collectif des professionnels du soin à domicile. Oui, c'est le collectif des professionnels de l'aide et du soin à domicile, et même, c'est le collectif aussi des bénéficiaires de nos services et de leurs familles. En fait, cette envie de créer ce collectif, elle m'habite depuis très longtemps, mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Alors, pourquoi ça m'habite depuis très longtemps? C'est que je pense que notre secteur souffre d'un terrible morcellement. Il y a d'un côté le soin, il y a de l'autre côté l'aide. Ce n'est pas du tout des financements similaires, ce n'est pas les mêmes tutelles, etc. Donc, on défend un peu nos sujets chacun de notre côté. Il y a les services associatifs et les services entreprises. Il y a le public, il y a les associations d'aidants et de bénéficiaires. Elles ne sont pas super présentes, mais quand même, on voit maintenant qu'il y a quand même des mouvements qui se créent. Là, il y a Hold Up que j'adore, les Vieux Debout qui entendent bien peser dans tout ce qui les concerne et dans la vie d'ailleurs de notre société en général. Là, il y a le mouvement CNAV, mais qui n'est pas la CNAV, là, mais qui est super, avec Ariane Nouchkine qui porte le truc, où le slogan, c'est rien pour nous sans nous. Donc voilà, donc il y a tout ça, c'est morcelé, mais c'est les mêmes sujets en réalité.
Et je me suis dit, hein, peut-être très naïvement, on verra, hein, que peut-être le temps des élections et le temps et des élections présidentielles et le temps des législatives et maintenir la pression jusqu'à ce qu'on ait ces fameuses réformes qu'on attend depuis 15 ans, hein, parce que c'est le premier à nous, enfin peut-être même avant, mais en tout cas, moi, je me rappelle bien de Sarkozy qui nous avait dit qu'il y aurait quelque chose autour du grand âge, et puis après, voilà. Le seul qui avait rien promis, c'était Macron, et finalement, je crois que c'est celui qui a fait le plus, même si c'est pas beaucoup pour le domicile. Ça, c'est le paradoxe, mais bon, je pense que la crise sanitaire étant passée par là. Oui. Voilà, alors du coup, l'idée, c'est de se dire, on va... alors, pourquoi si tard le collectif? Ah oui, il faut quand même que je dise, parce qu'en fait, c'est vrai que ça paraît très tard dans l'arrivée de la campagne. Là. Et c'est parce que je ne savais pas du tout par quel bout le prendre. Et puis, j'ai rencontré Patrice qui gère Idealco, qui est une plateforme participative en direction des collectivités territoriales, à qui j'ai parlé de ce truc-là, où je disais, mais c'est fou, il faudrait qu'on arrive à se regrouper, à être nombreux, à être unis. Voilà. Il m'a dit, écoute, voilà, moi, je mets à disposition une plateforme pour ton collectif, du coup, qui n'est pas mon collectif. Du coup, j'ai été discuter avec quelques complices voilà, à qui j'ai dit qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses, donc des directeurs de services, à la fois associatifs, à la fois entreprises, des auxiliaires de vie, notamment la présidente du mouvement La Force Invisible. C'est des auxiliaires de vie qui ont décidé, elles aussi, de se faire entendre et de se réunir au sein d'un collectif. Voilà. Du coup, j'ai parlé de tout ça avec eux. J'ai dit, est-ce que vous êtes partants? Est-ce que vous voyez les choses comme moi? Et puis, ils m'ont dit oui. Et donc, voilà, un peu moins d'une petite dizaine, on a travaillé très dur et très vite. Et le 7 février, on ouvrait la plateforme. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut que je dise absolument, c'est qu'il faut aller s'inscrire sur la plateforme. C'est un lien à suivre, on clique, on rentre son adresse mail, son nom. Et du coup, on est présent sur la plateforme. Et en fait, il faut qu'on soit des milliers sur la plateforme pour que c'est un peu de gueule, quoi. Si on est une centaine, c'est sympa, on va imaginer des trucs ensemble, mais on ne pèsera pas beaucoup sur les débats. Donc, en tout cas, voilà, inviter les professionnels de l'aide et du soin à domicile à s'inscrire sur la plateforme, mais aussi les gens accompagnés, soutenus par nos services, leurs proches. Et en fait, cette plateforme, elle se présente un peu comme une page Facebook. Donc, en fait, il y a un mur et n'importe qui de la plateforme peut aller déposer ce qu'il veut sur ce mur en disant, voilà, mon expérience c'est celle-là, ma proposition c'est celle-là, etc. Et donc, avec tout ce qui est en train d'être écrit sur cette plateforme, on a l'ambition de rédiger un manifeste et des propositions concrètes que l'on va porter auprès des candidats au présidentiel et à qui on va demander de se positionner par rapport à ces propositions et ce manifeste. On va volontairement mettre de côté ce qui peut diviser. Ce qui peut diviser, c'est le mode de tarification. Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que c'est au forfait? Ce qui peut diviser, c'est tout public, tout associatif et pas d'entreprise. Ce qui peut diviser, c'est liberté d'entreprendre et puis tout administrer. Enfin voilà, tout ce qu'on voit bien, ce qui peut heurter les En sensibilités. sachant, c'est des approches un peu techniques. Finalement, ce qu'il faut, c'est vraiment creuser le fond, les questions de Voilà, fond. moi, j'ai envie qu'on parle que de ce vers quoi tout le monde veut tendre. Et ce vers quoi tout le monde veut tendre, c'est pouvoir accompagner de la prévention jusqu'à la fin de la vie, les gens, la population. C'est pouvoir accompagner tout le monde sans discrimination d'âge, de territoire, de politique locale, voilà. Et pouvoir attirer énormément de monde sur nos métiers pour pouvoir avoir de fantastiques professionnels au service de la population la plus fragile souhaitant vivre à domicile. Donc voilà, c'est ces trois points, il n'y en a pas plus, qui doivent nous réunir et sur lesquels on a des propositions qui ne sont pas clivantes. Enfin voilà, alors évidemment, il va falloir quand même revoir les conditions de travail et de rémunération d'une auxiliaire de vie. Il va falloir peut-être à un moment donné
c'est pas peut-être, hein, il va falloir imaginer des convergences au niveau des conventions collectives, mais à condition que, là encore, les financements ne soient pas différents selon les statuts des services qui accompagnent la population, parce que voilà, là, c'est le grand sujet de l'avenant 43. Bien sûr que les services dépendants de la convention collective des services à la personne aimeraient s'aligner. Mais sauf qu'ils n'ont pas obtenu de financement public pour ça. Donc voilà, le job, il est fait par les fédérations de la convention collective SAP. Ils se sont jamais laissés, eux, pour le coup, rattraper par le SMIC. Les indices et les qualifications plus n'ont jamais été rattrapés par le SMIC parce qu'il y a toujours eu cette négociation de répercuter comme ça un petit peu. C'est pas terrible, mais en tout cas un petit peu, pour jamais être dans la situation qu'a connue la BAD, où les agents qualifiés, les professionnels qualifiés avaient une grille qui était sous le SMIC parce que ça avait été l'inflation, tout ça rattrapé. avait… voilà. Donc ça va passer par justement en tout cas un financement de l'accompagnement à domicile juste, équitable et qui soit basé sur la situation des gens et pas les services auxquels ils font appel, quoi. Bon, ça, c'est des choses, je pense. Alors après, bien sûr, il y a un vrai sujet d'engagement de nos services. Il y a des directeurs qui m'expliquent que oui, mais c'est pas juste parce qu'eux, ils ont une mission de service public, qu'on leur demande plus, etc. Mais moi, je pense qu'en fait, on doit nous demander à tous pareil, quoi. On dépend d'un cahier des charges qui est quand même super exigeant, le cahier des charges de l'autorisation, qui nous demande des interventions 24/24, qui nous demande d'accompagner l'ensemble de la population, qui nous demande d'avoir des gens qualifiés, compétents auprès d'eux, qui nous demande d'avoir une ligne d'urgence pour être joint à tout moment. Je pense que la collectivité, elle a aussi le devoir et la responsabilité de s'assurer qu'on respecte bien les engagements des cahiers des charges, du cahier des charges. À partir du moment où il y a ce contrôle et cette assurance que les services font bien le job, il ne devrait pas y avoir de différence entre nous. Ouais, c'est vrai. Mais la problématique aujourd'hui, tu vois, c'est même plus une question de contrôle pour voir si tout le monde fait bien. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment donné les moyens Non, pour que les alors le contrôle services ne peut puissent pas bien se faire? faire sans les moyens. Tu Tu as vois, c'est raison. ça. Mais aujourd'hui, du coup, je pense que, tu vois, il n'y a même pas de clivage et tout le monde est d'accord là-dessus. Tu vois, c'est comme la revalorisation des salaires. Je pense que tout le monde est pour, tout le monde le sait, tout le monde a compris. La vraie question, c'est quand et comment. Tu vois, je pense que tout le monde est en phase avec ça. Et c'est ça qui est énervant, même d'un point de vue politique, de se dire on est dans une élection, on sort d'une pandémie mondiale. Et ben en fait, moi je suis naïf aussi, mais là j'ai quand même l'impression de me dire que bon, on va parler d'autre chose, quoi. Et puis ça va, tu vois, enfin, tant que vous bloquerez pas la France, que les EHPAD, que les urgences, ils savent faire un peu plus parler d'eux, mais les EHPAD, ils savent pas le faire, les services à domicile, Les je services pense d'aide à encore domicile, moins. c'est impossible. Ça veut dire quoi, faire grève? Ça veut dire Ça se voit pas, ben laisser les voilà. gens… voilà, c'est comme les urgences, quoi. Ça veut dire à quelqu'un on ne viendra pas préparer votre repas, on ne Ouais. viendra pas vous aider à prendre votre douche. Mais tu vois, les urgences, les EHPAD, ils vont pouvoir mettre des drapeaux devant chez eux et puis avoir un brassard, tu vois, en grève Ouais. et continuer. Vous pouvez même pas faire ça. Donc, le truc, mais c'est pour ça, et c'est pour ça que je pense que c'est super important, ce collectif, avoir une voix et puis essayer de faire prendre conscience aux gens. Parce que finalement, tu vois, tu l'écris très bien, la question de se dire derrière nos portes, en fait. Personne ne sait ce qui se passe. Et en fait, c'est aussi cette problématique-là. Derrière les services, on ne voit pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça marche, c'est compliqué. Là, je pense que juste avec la pandémie, les gens ont appris, enfin, ont compris, ont vu qu'il y avait une ARS qui existait, en fait. Mais en fait, on ne comprend pas, on ne connaît pas le fonctionnement. Maintenant, c'est comment on peut voilà, exposer les problématiques qui sont rencontrées et se dire que, en principe, dans toutes les familles sont concernées par le vieillissement et par Mais les services à tu domicile. dis que les gens comprennent, mais en fait, je pense que pour les gens, ils ne mesurent pas en fait la complexité de nos missions. En fait, eux, les gens, les familles, les proches, ils ont besoin qu'une auxiliaire de vie vienne et s'occupe correctement de leurs parents, de leur maman, de leur mari, voilà. Et en fait, ce qu'on mesure moins, c'est que derrière la venue de l'auxiliaire de vie,
Et pour que cet auxiliaire de vie puisse venir dans des temps suffisants, dans de bonnes conditions, à des moments adaptés, tout ça, il y a un travail de fou qui est fait par les services avec des moyens qui sont dérisoires. Moi, je dis souvent deux choses. On fait les choses avec 3 bouts de ficelle. C'est pas trop mal ce qu'on fait avec les moyens qu'on nous donne. Et on nous demande du sur-mesure avec des moyens qui ne sont même pas celui du prêt-à-porter. Ouais, moi je te rejoins, c'est exactement ça. Et moi, tu vois, j'ai presque la même vision aussi sur les EHPAD, de dire en fait, on demande un accompagnement 100% individualisé, mais et ce qui est peut-être même un peu dommage, c'est que les EHPAD, finalement, c'est un peu ce qu'ils vont proposer. Le terme vendre, c'est pas le bon terme, mais tu vois, c'est on va dire, OK, on va faire de notre mieux, on va accompagner tout ça. Mais en réalité, c'est pas possible. Techniquement, objectivement, c'est pas possible. Du coup, on va forcer pour le faire. Parfois, on va y arriver. Parfois, on va pas y arriver. Et quand on n'y arrivera pas, ça va engendrer de la déception. Sauf qu'en réalité, ce qu'il faudrait voir, c'est plus que quand on a réussi, c'est valoriser plutôt l'exploit, en fait. Mais, bah non, c'est normal. Vous êtes payé en plus, alors arrêtez. Oui, en t'écoutant, je me disais que vraiment, il faudrait que tout le monde comprenne que les professionnels qui travaillent à domicile, en fait, sont finalement les professionnels des EHPAD à domicile. En fait, on est les mêmes. On vient d'une. Oui, mais c'est la même. Et nos missions sont les mêmes avec des difficultés et des impératifs qui sont. Voilà. Nous, on a la chance d'être, quand on est à domicile, même si on n'y est qu'une heure, d'être à 100%. 1 heure pour une dame, Vous ne pouvez pas être dérangé, il n'y a pas le... Qu'une équipe dans un EHPAD peut moins se permettre. En même temps, une équipe dans un EHPAD a la chance justement d'être en équipe, de ne pas être isolée, de pouvoir répondre collectivement à une difficulté qui peut se produire à un instant T, alors que la pauvre auxiliaire de vie qui se fait taper dessus à coups de canne à domicile, ce qui arrive aussi quand on intervient auprès de gens désorientés, elle va devoir gérer ça toute seule. Donc, il y a des choses un peu différentes, mais en tout cas, les personnes qu'on accompagne sont les mêmes, le niveau de dépendance des personnes que nous accompagnons sont les mêmes. On est vraiment les professionnels du grand âge. Et ça, ce n'est pas du tout compris par le grand public nous concernant. Les gens imaginent que les gens vieillissent, la population imagine que les gens vieillissent, on leur donne un petit coup de main à domicile tant que ça va à peu près bien, et puis quand ça va plus bien, tout le monde part en EHPAD. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a 60% des gens percevant l'APA qui restent chez eux. Donc, du coup, en fait, on a 60% de la population la plus dépendante qui sont chez eux, avec 3 fois moins de moyens. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce qu'ont obtenu les EHPAD pour leurs équipes, et même s'ils ont, je comprends, rien n'est parfait, il en faudrait toujours plus, mais déjà, nous, si on pouvait tendre sur les moyens équivalents de nos collègues en établissement, ça serait un sacré souffle pour nous. Je ne sais plus, alors j'espère que ce n'est pas des mauvais chiffres, mais moi, j'avais retenu 10 milliards d'euros pour les établissements, pour les EHPAD, et 3 milliards pour le domicile. Je ne sais plus qui m'avait donné ce chiffre, il reste à vérifier, mais tu vois, c'est 3 milliards pour 60% de la population dépendante. Donc, tu vois, il y a un truc, moi, je voudrais qu'on continue à donner 10 milliards aux EHPAD et qu'on aligne le domicile. Pas sûr qu'il soit arrivé encore. On aligne le domicile au moins sur cette base commune, quoi. Ouais. Non, mais c'est logique. Accompagner mieux et bien, quoi. C'est ça, que ce soit sur les horaires et même juste sur la question des salaires, en fait. Parce que les salaires, c'est à la fois l'attractivité, c'est aussi la reconnaissance, et c'est faire en sorte que de pouvoir avoir des personnes qui vont rester investies, de pouvoir continuer à les former. Et c'est juste ça la clé, en fait. La question des salaires, elle est d'autant plus complexe à domicile que les temps de travail sont fractionnés. Donc, tu vois, en fait, ce n'est pas seulement le coût horaire, mais c'est comment on prend en charge aussi ce temps invisible, là encore le temps invisible des auxiliaires de vie, de quand elles vont se déplacer d'un point A à un point B, de quand elles vont avoir une coupure parce que le service ne peut pas faire autrement, il y a une coupure, voilà. Enfin, c'est vrai qu'il faut imaginer que les gens, ils ont besoin tous de manger à peu près à la même heure, de se lever à peu près à la même heure. Voilà, sinon, on se retrouve aussi, et ça arrive, et quand on parle de maltraitance, c'est aussi la réalité. C'est que du coup, des gens mangent à 17 heures parce que
parce qu'on n'a pas de solution pour venir à 19h quand ce serait bien pour elle. Les gens se couchent voilà, pas à l'heure à laquelle ils veulent. Enfin, et ça, c'est pas la volonté des professionnels, c'est pas la volonté des services. C'est que on fait avec les moyens du bord et que les moyens du bord, ils aboutissent à ça aujourd'hui, quoi. Ne serait-ce que parce que c'est difficile de recruter, même si vous aviez les moyens. Aujourd'hui, il y a une nouvelle difficulté qui existait déjà sans doute un petit peu, mais qui a été vraiment accrue et qui demande vraiment à reprendre la question de A à Z et voir comment se donner des moyens. En fait, il faudrait vraiment que les professionnels des services d'aide à domicile soient intégrés dans la famille des soignants. Elles le sont de fait, mais elles le sont de fait dans les tâches qu'elles réalisent, mais elles ne sont pas comprises de cette manière-là. Si on les intégrait, si les auxiliaires de vie étaient comprises comme des soignants, qu'elles sont, au sens large du terme, c'est-à-dire prendre soin, garder en bonne santé et tout ça, du coup, forcément qu'on aurait bénéficié du Ségur de la santé. Voilà, aujourd'hui, quand tu es professionnel et que tu sais que si tu travailles en établissement, tu vas bénéficier d'une prime dont tu ne bénéficieras pas à domicile et qu'en plus les conditions de travail à domicile sont les plus épouvantables, je pense, de tout le secteur médico-social aujourd'hui, malgré toute la volonté des directeurs et des directrices qui gèrent ces… Enfin voilà, moi ça me fend le cœur de te dire ça, parce que moi je suis directrice d'un service, je déploie énormément d'efforts pour améliorer les conditions de travail et d'intervention des auxiliaires de vie, mais j'ai des leviers, j'ai des petits leviers, mais c'est non, bien sûr, ne serait-ce que par ce périmètre, le fait de se disperser partout sur un secteur, forcément, ça complique les choses. Après, tu vois, finalement, pour être pardon. Pour être assimilé soignant, finalement, c'est la logique de cette problématique administrative qui a pu avoir, le fait de retard sur le Ségur et tout ça, parce que finalement, ce n'est pas l'ARS qui gère, donc ce n'est pas la même enveloppe, ce n'est pas les mêmes décideurs. Du coup, ça reviendrait à se dire il faut regrouper tout le monde en tant que soignant sur un volet soins, piloté par l'ARS, financé par l'assurance maladie, et puis voilà, on a… Alors là, tu mets le doigt sur un truc dont moi, j'ai mon avis, hein, mais qui divise énormément, là, je parlais, qui divise énormément le secteur, quoi. Certains pensent qu'il faut être géré uniquement par le département parce que le département, il a une connaissance fine du territoire. D'autres pensent qu'il faut que ce soit que l'ARS et encore d'autres pensent qu'il faut que ce soit un mixte, quoi. Donc, en tout cas, moi, ce dont je suis sûre pour avoir vu les choses fonctionner, c'est que le tout département, c'est pas bon, quoi. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui et ça aboutit à des différences des différences de politique sociale en matière de soutien à domicile pour la population qui n'est pas acceptable. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vit en France, hein, qui a besoin d'accompagnement, il doit se dire que quel que soit le département où il vit, ça va être fait de la même manière. Enfin, en tout cas, il y aura la même qualité et le même investissement. Après, il y a aussi un truc qui fâche, c'est que les départements, ils ont en charge toute l'action sociale sur leur territoire. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils sont en plus sur le pacte de Cahors, là, j'espère, donc, un truc avec l'État de bonne gestion des dépenses publiques. Et donc, du coup, l'APA est là-dedans. Donc, en fait, ça vient modifier tout. Bref, donc, eux aussi, ils sont dans un truc complètement schizophrène où ils veulent accompagner la population, mais en même temps, ils doivent maîtriser les coûts budgétaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, en réalité, une volonté de non-dépense des plans à part. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas dépensé à la fin de l'année, c'est des économies qui sont faites pour financer d'autres choses par les départements. C'est une réalité. Sinon, les plans d'aide à pas, ils seraient annualisés. Un truc de dingue quand même que les heures qui ne sont pas utilisées un mois parce que la dame ou le monsieur il est parti à l'hôpital, on ne puisse pas les réutiliser quand cette personne revient de l'hôpital et que précisément,
au lieu d'avoir 2 heures par jour, il aurait besoin de 4 ou 5 heures et que du coup, il n'a pas utilisé ces heures. Donc, elles existent, les heures. Non, elles sont perdues, ces heures-là. Il y a des trucs, pourtant, en théorie, ça ne coûte pas plus cher. Sauf qu'en vrai, cette économie d'heures non effectuées ce mois-là, elle est profitable au département qui va pouvoir utiliser cet argent autrement. Enfin, voilà, c'est pas dit aux gens, mais c'est une réalité. Ouais, c'est clair. Toujours pour du social finalement, mais ouais, on part. Enfin voilà, c'est des vases communicants, mais c'est très compliqué. Et puis finalement, à la fin, c'est quand même l'assurance maladie ou via la CNSA ou qui finalement va doter les départements. Mais c'est vrai que c'est un millefeuille très complexe où à la fin, personne ne s'y retrouve vraiment. Vaste débat. En fait, ce qu'il faudrait voir, ce qu'il faudrait qu'on mette vraiment un jour à plat, c'est si nos services étaient mieux financés pour accompagner la population et si nous arrivions vraiment à faire ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire faire ce vrai travail de prévention et faire reculer l'échéance de cette perte d'autonomie qui peut ne presque jamais arriver en fait si les gens sont correctement accompagnés, que voilà, enfin, on parlait, il y a eu toute cette journée autour de la lutte, toute cette semaine autour de la lutte contre la dénutrition là en novembre. Enfin voilà, si nous, voilà, le service d'aide à domicile, on pouvait vraiment avoir le temps de travailler tout ça, de veiller à ce que les gens mangent correctement. Il y aurait des incidences bénéfiques fantastiques sur l'état de santé des gens. Et donc, du coup, l'assurance maladie ferait forcément plein d'économies. Elle aurait mis de l'argent là, elle mettrait de l'argent là, mais par ailleurs, moins d'hospitalisation, moins de ci, moins de ça. Et donc, du coup, je suis sûre que cet effort qu'il faut absolument déployer sur le domicile, il ne serait pas forcément, tel qu'on se l'imagine, un gouffre financier terrible. Sauf qu'en fait, on a du mal à mesurer la prévention. Et en plus, comme ce n'est pas les mêmes budgets, là, on parle des budgets du département et l'assurance maladie, c'est encore un autre budget. Le truc, il est en silo. Donc, je ne sais pas s'il y a véritablement cette volonté de mettre tout à plat et de se dire, bon, OK, en fait, on économise tant quand on finance correctement les professionnels de l'aide et du soin à domicile. Tu as raison, moi j'en suis persuadé, hein, financer l'autonomie, c'est plus un investissement qu'une réelle charge, tu vois, parce que derrière, déjà, c'est des salaires. Donc, en gros, c'est de l'argent dans l'économie locale et voilà. Donc, c'est déjà, c'est pertinent. Et en plus, ouais, derrière, c'est peut-être moins d'hospitalisation. Sur la dénutrition, ça a du sens. Éviter des chutes, faire en sorte que les gens vont bien, fassent pas de bêtises, entre guillemets, d'erreurs avec la prise des médicaments, avec tout ça, manger n'importe quoi, à vérifier que l'environnement reste sécurisé. Et puis confortable et puis tout, enfin ouais, et il y a certainement des économies, mais c'est vrai que on va pas assez loin là-dessus. Mais tellement, en plus tu parlais des salaires, ça serait encore plus d'économies que l'on pense parce qu'en fait comme c'est souvent des temps partiels, du coup là-dessus se rajoute la prime d'activité qui est aussi financée je crois par les départements, je suis plus sûre, mais en tout cas financée par la collectivité. Donc si les professionnels gagnaient correctement leur vie, ils n'auraient pas besoin de cette prime d'activité. Les conditions de vie, voilà, tout le travail social qui est déployé en direction de ces salariés qui sont quand même souvent dans une grande précarité. C'est quand même dingue de travailler et d'être dans une grande précarité. Ben voilà, ça serait des vraies économies au-delà même des personnes âgées. Et puis, il faut rappeler que c'est quand même des emplois qui sont non délocalisables. C'est des emplois qui sont, on le dit tout le temps. Qui sont pleins de sens. Là, aujourd'hui, ils ne sont pas valorisés, mais le jour où on va vraiment expliquer, raconter ce que ces professionnels font, ça va devenir des héros et des héroïnes pour tout le monde. Enfin, j'ai en tête, à chaque fois je le dis, parce que je n'ai pas d'autres films, mais Omar Sy dans Intouchable, c'est une auxiliaire de vie. Bon, il bosse dans des super conditions, mais on voit quand même, c'est tellement chouette qu'on en a fait un film et que c'est un film qui a été adoré par tous les Français. Quoi. Donc, voilà, enfin, miser sur ces métiers, mettre le paquet sur ce secteur, c'est régler des sujets qui vont bien au-delà finalement
de la question de la perte d'autonomie à domicile. Parce qu'effectivement, on englobe… Alors, je faisais un compte comme ça un peu… Je crois que auxiliaire de vie, tout ça, c'est un peu plus de 350 000 personnes. Faut aller vérifier les chiffres que je vous donne. Mais voilà. Et donc, si on rajoute les soignants à domicile, on n'est pas loin de 500 ou 600 000 personnes. Donc voilà, si on améliore les conditions de rémunération et de travail de 600 000 personnes en France, bah forcément, ça a des répercussions. Voilà, ça diffuse de bonnes ondes. Enfin, on règle d'autres problèmes que c'est une spirale positive. Bon, et puis, on évite l'épuisement des aidants. Donc, ces aidants, ils vont mieux. Ils ne vont pas non plus on a à l'assurance maladie. Enfin, voilà. C'est sûr, mais on ne pense pas comme ça aujourd'hui, quoi. Bon, le truc, c'est que sur le podcast, je pense qu'on prêche des convaincus. Néanmoins, on s'inscrit sur la plateforme. Je mettrai les liens dans les commentaires. On mettra le lien. Vraiment, c'est au sens très, très large. Tous les gens qui sont concernés d'une manière ou d'une autre, puis même qui se projettent, qui se disent « mais moi, j'ai envie de rester jusqu'au bout de ma vie. En tout cas, j'ai envie de pouvoir faire ce choix, de pouvoir choisir si je vis chez moi ou si je vis en établissement. » Voilà, bah, vous avez votre place sur la plateforme. Voilà. Et puis, il y a un rendez-vous important, c'est le 24 mars, où il y aura de nouveau une webconférence. On a eu notre première webconférence la semaine dernière pour le lancement du collectif. Le 24 mars, on présente le manifeste, les propositions concrètes aux candidats au présidentiel. Voilà, on a lancé les invitations. Et on vous espère aussi nombreux lors de cette conférence. Super, c'est dans un mois, tout pile. Ouais, on est dingue, c'est super court. Super, merci Daphna, merci pour toutes ces merci infos. Arnaud. Et puis peut-être à bientôt, le 24. Moi, le 24, écoute, croisons les doigts pour que ce soit aussi fort et aussi bénéfique, voilà, j'aime pas le mot productif, mais bénéfique à la population et aux professionnels qui les accompagnent. Voilà, c'est plein d'espoir que, tu vois, tu disais, c'est pas très positif, mais en vrai, on y croit encore. Parfait. On m'a dit que tu sortais un livre bientôt. Oui, parce que j'ai pas assez de choses à faire, en fait, en ce moment. Oui, bah écoute, ce bouquin, il va dans le sens, je l'ai écrit avant de savoir qu'un collectif serait constitué, mais ce bouquin, il va vraiment dans le sens de ce que je te raconte, quoi. Alors, c'est plein d'histoires, plein de petites histoires concrètes. Certaines ont été publiées déjà tout au long de l'année dernière par le média social, mais dans le cadre des chroniques, mais il y a aussi pas mal de petites histoires concrètes inédites dans le livre. Et puis, entre ces petites histoires concrètes, il y a mon regard sur le secteur, là, ce que je viens de te raconter, comment je vois les choses, comment, à mon sens, on peut… Tu décryptes aussi le quotidien. J'essaie de décrypter un petit peu. C'est très le soutien à domicile pour les nuls aussi. Hein, c'est très… Voilà, normalement, j'ai écrit le truc pour que même quelqu'un qui n'est pas expert, qui n'est pas de l'intérieur, comprennent de quoi je parle. Donc, je pense que c'est un bouquin qui aurait pu être écrit d'ailleurs par n'importe quel directeur de SAD, en réalité. Hein, voilà, je crois que quasiment tous, hein, je ne veux pas m'engager pour eux, se reconnaîtront dans ce que je raconte, partageront les propositions que je porte, voilà, à quelques détails près, je pense. Mais voilà, quand je dis qu'il faut annualiser les plans d'aide, quand je dis qu'il faut reconnaître l'auxiliaire de vie comme premier professionnel d'aide et de soins pour qu'il y ait des financements assurance maladie. Enfin, je sais que ça, c'est des choses qui font résonance pour tous, quoi. Donc, c'est ce que je raconte dans mon petit bouquin, entre chaque histoire très, très vivante, très, très vraie, très décalée. Le ton est décalé parce que j'ai aussi, comme les histoires sont dures en réalité, hein, j'ai aussi envie, j'ai pas envie que ce soit dramatique, donc on rit beaucoup en lisant mes histoires alors que pourtant elles sont très chargées, quoi. Mais voilà, les histoires que je raconte, c'est les histoires de tous les services d'aide à domicile. Donc voilà, moi j'ai envie de donner à voir, quoi. J'ai envie que les gens qui sont pas initiés à nos métiers comprennent
combien ils sont beaux et en même temps combien c'est complexe que ce qu'on nous demande de faire. Et puis des solutions concrètes, pratico-pratiques pour nous faciliter un peu la vie et qu'on accompagne mieux les gens, quoi. Voilà l'ambition de ce petit livre qui sort le 17 mars et qui s'appelle La vie chez soi. La vie chez soi, ça marche. Et j'imagine qu'on pourra le trouver en tapant une petite toutes les bonnes librairies de France. Super. Eh ben nickel. Ça aussi, c'est un élément positif sur lequel on peut rester et ce sera cool. Donc ouais, tu auras un mois de mars très chargé. Ouais, très chargé. Ça va. Et ben à bientôt. À bientôt Arnaud, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements.